2024. Oh, c'est OK. Donc, permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de 2024, justement, de vous adresser nos meilleurs vœux, une excellente année 2024 que nous allons commencer avec justement cette conférence qui débutera le cycle de conférences de 2024. C'est sur l'année, bien entendu. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir. Nombreux, je suis très satisfait de vous être nombreux en présentiel, et aussi il y a pas mal de collègues qui sont en visio. Donc, bienvenue à tous. Cette conférence sur l'intelligence artificielle qui se veut pour non spécialistes. Donc, on va demander à notre collègue je pense que, voilà. Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Donc, nous espérons que cela va susciter un débat intéressant surtout, et de nombreuses questions, car le sujet est d'actualité. Tout le monde s'interroge sur les vraies opportunités, mais aussi les risques de l'IA pour la société, des questions de démocratie, d'éthique, de décisions à prendre sur le monde que nous voulons construire pour demain, et quelle place on doit donner à l'intelligence artificielle et pas juste attendre et subir ses effets. Donc, elle est pour nous une évidence, il faut qu'on travaille avec, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la recherche, pour nous, académiciens. Donc, aujourd'hui, qui parle d'intelligence artificielle parle notamment de ChatGPT. Donc, effectivement, c'est le plus populaire. Mais en réalité, l'IA incarne une avancée technologique fascinante avec des implications profondes pour notre société. Donc, elle révolutionne la médecine, l'industrie, l'agriculture, les transports et bien d'autres domaines. Elle accroît l'efficacité, la rapidité et la précision des tâches, mais ses avantages s'accompagnent bien entendu de défis et les risques associés sont multiples. Donc, pour cela, nous avons demandé, merci à Amira d'avoir accepté de venir nous parler de ce sujet passionnant. Donc, pour la présenter, car elle est assez jeune dans notre université, Amira Mouaker est depuis septembre 2022 maître de conférence à l'UMR Espace Dev, laboratoire multisite avec une tutelle principale UPVD et l'IRD, bien sûr, et d'autres universités. Elle est spécialisée dans la fouille de données, la découverte de connaissances. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique de la Faculté des sciences de Tunis, Université de El Manar. Et avant d'occuper son poste actuel, elle a été chargée de recherche à l'Université de Corvinus, à Budapest, en Hongrie, de février 22 à août 21. Ses recherches donc se caractérisent par l'application pratique d'approches axées sur les données, en particulier dans le domaine de l'analyse des big data, avec un accent particulier sur les villes durables et la mobilité urbaine. Elle a contribué au développement de modèles d'IA, d'intelligence artificielle explicable, visant l'optimisation de la consommation d'énergie. De plus, elle a collaboré avec le département de géopolitique pour élaborer un modèle d'IA visant à améliorer la prédiction des événements géopolitiques. Actuellement, elle travaille sur un projet visant à développer un système d'IA en périphérie, intelligent, résilient et efficace pour la surveillance de l'irrigation et la détection des maladies en utilisant des objets connectés intelligents tels que des capteurs, des caméras intelligentes et des drones. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre des équipes du CEPREM et d'Ardev. Donc, elle est déjà dans la méthodologie de recherche collaborative et puis surtout de recherche interdisciplinaire. Donc, merci Amira de nous présenter cette conférence. Et voilà, et après, on essaiera de répondre aux questions. Voilà, merci. Bon, merci à toutes et à tous. Donc, merci d'être nombreux à venir assister à cette conférence. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter
Vous m'entendez, ça va ou j'utilise le micro? Tu parles un petit peu aussi. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle générative, donc qui est un problème d'actualité. Et aussi, je vais vous parler des enjeux et de ces promesses de cette nouvelle technologie. Donc, le plan de cette présentation sera comme suit. Donc, nous allons commencer par introduire l'histoire de l'IA. Par la suite, nous allons expliquer, mais de façon très simplifiée, un concept clé en intelligence artificielle qui est le concept des réseaux de neurones. Donc ensuite, on va parler de l'IA générative, sa définition, son fonctionnement, ses cadres d'application. Et on va finir par présenter les enjeux et les promesses de cette nouvelle technologie. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une petite anecdote. Donc, en 1770, donc, il y a un marchand hongrois qui prétendait avoir créé une machine qui peut battre n'importe quel humain au jeu d'échecs. Donc, cette machine s'appelle le Turk mécanique. Et pour l'anecdote, donc cette machine, elle a vraiment réussi à battre des personnes connues comme Napoléon. Et les gens, ils ont vraiment cru à ça. 50 ans plus tard, donc malheureusement, on découvre que ce n'était pas vrai. Donc, en fait, il y avait juste dans la machine un être humain qui joue très bien au jeu d'échecs. Et du coup, donc, ce n'était qu'une illusion. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que depuis le XVIIIe siècle, donc, les gens croyaient vraiment qu'on serait capable de créer une machine qui peut surpasser l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas un phénomène récent. Donc, si cela pourrait surprendre, mais l'intelligence artificielle a commencé en 1950 et s'étale jusqu'à aujourd'hui. Donc, durant son histoire, donc, elle a connu des hauts et des bas. Donc, elle a connu des périodes difficiles, appelées les hivers d'IA. Et à partir de 2011, avec l'émergence du deep learning, les réseaux de neurones profonds, donc elle a connu des avancées impressionnantes. Et donc, ceci continue aujourd'hui avec l'IA générative. Donc, l'IA a commencé donc, en 1950 avec Alan Turing, qui a publié son article « Les machines peuvent-elles penser ?» Donc, dans cet article, il a présenté, il a évoqué pour la première fois la théorie de l'intelligence. Donc, il a fait discuter un être humain avec un interlocuteur. Et si l'être humain, il détecte, s'il n'arrive pas à détecter qu'il est en train de discuter avec une machine, donc cette machine, elle est considérée comme intelligente. Donc ça, c'est le fameux test de Turing. Donc les recherches en IA commencent 6 ans après, avec la conférence de Dartmouth, menée par Marvin Minsky et John McCarthy. Donc là où on évoque pour la première fois le terme intelligence artificielle. Donc, en 1965, on conçoit un système de neurones en couche et on fait des progrès en robotique puisque en 1973, on crée le premier robot. Donc, cette période, elle est caractérisée par, on va dire, beaucoup trop d'optimisme. Donc, les chercheurs, ils pensaient qu'on pouvait très rapidement avoir une machine qui peut surpasser l'intelligence humaine. Donc, du coup, les gouvernements ont investi pour améliorer, pour promouvoir cette recherche. Sauf que, donc, en 1974, donc, les gouvernements ont décidé d'arrêter ces financements parce qu'il n'y avait rien de concret. Donc, jusque-là, on promettait d'avoir des IA très intelligentes, mais il n'y avait rien de concret. Cet échec, donc, il est dû à plusieurs facteurs. Donc, parmi ces facteurs, c'est la puissance de calcul qui est limitée à cette époque.
Donc, les ordinateurs à cette époque étaient beaucoup moins performantes que nos téléphones aujourd'hui. Donc, entraîner un modèle d'IA sur ce genre de machine, c'est un peu compliqué. Il y a aussi la notion de l'explosion combinatoire. Donc, par exemple, si on souhaite créer une IA qui soit forte au jeu d'échecs, par exemple, donc pour être le plus efficace, donc elle va calculer les coups à l'avance. Et au jeu d'échecs, donc il y a entre 20 et 30 combinaisons par coup. Et du coup, donc calculer 20 à la puissance 10 ou 30 à la puissance 10 avec ce genre de machine, ce n'était pas possible. Autre facteur aussi, donc c'est qu'à cette époque, on avait trop peu de données. Donc à cette époque, on n'avait pas de base de données. Et même si on voulait sauvegarder des données, on n'avait pas vraiment le matériel de stockage adéquat. Et aussi, il y a le paradoxe de Moravec, donc, qui dit que pour la machine, faire des calculs, par exemple, du genre multiplication de deux nombres à plusieurs chiffres, c'est très facile, donc ça se fait en une fraction de seconde. Par contre, pour pouvoir reconnaître le visage d'un être humain, par exemple, chose qu'on fait naturellement, c'est un peu compliqué pour la machine. Donc, cette période, elle est marquée par la fin des investissements. Donc, par la suite, au début des années 80, donc l'IA connaît une renaissance avec l'émergence des systèmes experts. Donc, ces systèmes experts, c'est des systèmes auxquels on injecte des données et des règles logiques à travers lesquelles on leur explique comment on souhaite avoir le résultat. Donc, ces systèmes, ils sont très bien parce que on arrive bien à comprendre comment fonctionne la machine. Et du coup, donc cette fois-ci, c'est plutôt les entreprises qui investissent. Donc, il y a énormément d'entreprises au Japon, surtout au Japon, qui ont beaucoup investi pour encourager la recherche dans ce domaine. Malheureusement, donc après quelques années, donc en 1987, donc les entreprises décident d'arrêter ces financements parce que il s'est avéré que ces IA ne sont pas rentables. Donc déjà le coût est très cher et le travail qu'on leur donne peut être effectué par un être humain. Ça c'est une première chose. Ensuite, donc c'est des systèmes qui sont pas très très fiables parce que quand ça répond de façon très performante quand on leur donne des données dans un intervalle habituel, on va dire. Mais dès qu'on sort de cet intervalle et on leur donne des valeurs auxquelles ils s'attendent pas, donc ça commence à raconter n'importe quoi. Il y a aussi le fait que ces systèmes experts sont très très spécifiques et du coup, donc si on développe un système expert pour une tâche bien définie, on ne peut pas généraliser pour l'appliquer dans un autre domaine. Cette période elle est marquée par la fin des investissements. Néanmoins, il y avait quelques progrès, donc tels que de grands développements au niveau des CNN, qui sont des réseaux de neurones très performants pour le traitement d'images. Donc, par la suite, donc, à partir de 1990, à partir de 1997 et jusqu'à aujourd'hui, l'IA retourne en force, on va dire. Donc, le premier événement marquant, c'est Deep Blue qui réussit à vaincre le champion du monde au jeu d'échecs. Donc ça, c'est vraiment un premier avancé donc, qui attire l'attention de beaucoup de public.
10 ans après, donc en 2007, on fait du progrès dans la reconnaissance vocale avec Siri. Donc, bon, à l'époque, Siri n'était pas vraiment très avancé, mais bon, c'est considéré comme une avancée. En 2009, donc, il y a le challenge d'ImageNet. Donc, ce challenge est considéré comme le catalyseur de la recherche en IA. Donc, parce qu'on a réussi à avoir une base de données d'images, donc de 10 000 images, 10 millions d'images, donc qui contient des images avec leur label. Donc, une image de chat, chien, etc. Et du coup, donc, les chercheurs pouvaient bénéficier d'une base de données unifiée et donc, ils ont pu développer des modèles d'IA et comparer les performances. Donc, ils ont réussi en 2011 à atteindre une performance, à développer des modèles avec une performance de 75%. Donc, en 2011, il y a aussi Watson qui remporte le jeu de Jeopardy, donc qui est l'équivalent de Question pour un champion en anglais. Donc ça, c'est aussi considéré comme une avancée. Donc à partir de 2011, donc on parle d'IA contemporain. Donc en 2012, il y a eu du progrès au niveau de ImageNet et on a pu développer un modèle avec une précision de 85%. Donc, en une seule année, on a pu faire avancer pour la précision donc, de 10%, ce qui est énorme. Ces résultats, ils ont été exploités 2 ans plus tard en industrie par Facebook, qui a pu développer un algorithme de reconnaissance faciale avec une précision de 97%. En 2016, donc AlphaGo bat le champion du monde du jeu Go. Chose qui attire aussi l'attention du public parce que si on compare les jeux d'échecs et Go, donc au jeu d'échecs, on a entre 20 et 30 possibilités par coup, alors que en Go, on a entre 250 et 300 possibilités par coup. Et en 2018, donc le premier livre traduit entièrement par une IA est sorti et il y a aussi donc une IA qui réussit à peindre un tableau. Donc ce tableau, il est vendu à 430 000 $ aux enchères. Et donc par la suite, donc avec l'arrivée de GPT, donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc on passe à la deuxième partie. Donc, depuis tout à l'heure, je vous explique, enfin, je vous parle de l'IA sans la définir. Donc, on va partir de la définition de Minsky. Donc, il dit que c'est la science qui consiste à faire faire aux machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence. Donc, pour ça, il faut définir ce que c'est qu'une intelligence. Donc, une intelligence, elle a été définie par plusieurs scientifiques de façon vraiment très, très variée. Donc, on n'a pas qu'une seule définition de ce que c'est qu'une intelligence. Voilà, pour nous, on va considérer l'intelligence comme l'ensemble de processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Donc en gros, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle est aussi considérée comme un champ d'étude qui permet aux ordinateurs d'apprendre à exécuter des tâches sans être explicitement programmés pour chaque cas, en se basant sur des données et l'expérience accumulée.
Donc, en IA, il y a plusieurs approches. Donc je vais vous donner juste quelques vocabulaires. Donc, en IA, il y a deux approches. Donc, il y a l'approche symbolique et l'approche connexionniste. Donc, l'intersection de ces approches, on l'appelle IA hybride. Donc, l'approche symbolique, elle se base essentiellement sur des règles logiques, tandis que l'IA connexionniste, elle se base essentiellement sur les données. Donc, en IA symbolique, on peut trouver les systèmes experts, donc qui utilisent les règles logiques pour fournir des résultats. Dans l'IA connexionniste, on trouve le machine learning ou apprentissage machine. Donc, dans ce domaine, on trouve les réseaux de neurones. Et donc, les réseaux de neurones englobent l'apprentissage profond. C'est juste des réseaux de neurones multicouches. Donc, c'est le deep learning. Donc, voilà. Donc, pour les réseaux de neurones, ils peuvent détecter on va dire voilà, à partir des données, ils peuvent apprendre pour pouvoir prédire, pour pouvoir faire de la prédiction. Et pour tout ce qui est apprentissage profond, c'est plutôt dédié à des tâches beaucoup plus complexes. Donc parce qu'ils peuvent capturer des patterns beaucoup plus complexes que les réseaux de neurones simples. Donc, en machine learning, on parle de mécanismes d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, il y a 3 types d'apprentissage en machine learning. Donc, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, la différence entre chaque mécanisme d'apprentissage est que donc pour l'apprentissage supervisé, par exemple, on va partir de données qui sont étiquetées, donc des données qui sont labellisées, et donc le modèle, il va essayer de généraliser sur de nouvelles données qu'il n'a pas encore vues. Pour l'apprentissage non supervisé, donc il repose sur des données qui ne sont pas étiquetées et les modèles ils vont essayer de détecter des regroupements. On va appeler ça des clusters. Et pour l'apprentissage par renforcement, donc il consiste à dans l'apprentissage par renforcement, on a la notion de l'environnement qui est importante. Donc, il y a un agent qui va prendre des décisions donc en interagissant avec un environnement. Il va faire des actions et il va avoir des récompenses ou des pénalités en fonction de son comportement. Et du coup, l'objectif, c'est de maximiser les récompenses pour mieux apprendre. Donc, ici, je vous explique avec un exemple chaque mécanisme d'apprentissage. Donc, pour l'apprentissage supervisé, donc, on a une phase d'entraînement et une phase d'utilisation. Donc, pour la phase d'entraînement, on va fournir au modèle une grande base de données avec des données étiquetées. Donc, ici, on va donner une base de données de chats, de chiens, etc. Et on va donner au modèle, c'est à chaque fois une image et on va lui demander de nous fournir à quelle classe appartient cette image. Donc, au début de l'apprentissage, le modèle, il va sortir n'importe quoi parce qu'il n'a pas encore vu assez de données. Par la suite, donc une fois que la phase d'apprentissage est finie, on va lui donner une image qu'il n'a jamais vue et normalement, donc si notre modèle a bien appris, il va nous donner la bonne classification. Donc, pour l'apprentissage non supervisé, donc on va partir de données qui ne sont pas labellisées. Et le modèle, il va essayer de regrouper
l'ensemble d'éléments hétérogènes sous forme de groupes qui sont homogènes. Et donc là, ici, on a 3 canards, une souris et un lapin. Donc normalement, le modèle, il va nous donner 3 clusters. Pour l'apprentissage par renforcement, donc il est généralement utilisé pour les jeux, par exemple. Donc là, si on prend par exemple le jeu de Super Mario, donc cet agent, il va apprendre en jouant et donc il va recevoir des récompenses et des pénalités en fonction de ses actions. Par exemple, s'il évite des ennemis, il va avoir une récompense. Et s'il tombe dans un trou, il va avoir une pénalité. Et du coup, donc, il va essayer de maximiser ses récompenses pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, ici, je vous explique, mais vraiment de façon très, très simplifiée, le fonctionnement de réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones, là, par exemple, j'ai choisi l'exemple d'une classification binaire dans le contexte des courses de chevaux. On va lui donner, donc les réseaux de neurones se caractérisent par une couche d'entrée, des couches cachées et des couches de sortie. Plus on a de couches cachées, plus le réseau il est complexe, plus le réseau est dit profond. Donc là, on va dire que un cheval, il est caractérisé par des caractéristiques, on va dire vitesse, âge, on ne sait pas. Donc plusieurs caractéristiques. Donc on va mettre ces caractéristiques dans la couche d'entrée. Chaque caractéristique va être décrite par un neurone et pour chaque neurone, on va attribuer un poids. Et donc, au niveau des couches cachées, il va y avoir un calcul mathématique et on va à chaque fois essayer de réduire, d'ajuster ces poids en fonction d'une erreur qu'on retrouve à la sortie. Et du coup, donc, pendant la phase d'apprentissage, on va essayer d'ajuster ces poids et de pouvoir on va dire, repérer quelles sont les caractéristiques, par exemple, quelle est la combinaison des caractéristiques qui nous donne un cheval gagnant et la combinaison des caractéristiques qui va nous donner un cheval perdant. Donc, nous passons maintenant au vif du sujet, donc l'IA générative. Donc, l'IA générative, c'est un axe du deep learning. Donc, dans le schéma de tout à l'heure, donc elle est juste dans le deep learning. Donc, les modèles d'IA générative offrent une palette très variée de modèles. Donc, on peut trouver les LLM, les Large Language Models, donc qui sont très performants pour la génération de texte. Il y a aussi les GAN, donc les GAN qui peuvent générer des données synthétiques, donc ils sont capables de générer des données qui sont très réalistes. On a aussi les modèles de diffusion qui permettent de générer des données stochastiques. Il y a aussi les multimodal LLM, donc ces modèles-là, ils peuvent traiter n'importe quel type de données, texte, image, son, tout ça en même temps. Donc, l'IA générative, elle est capable de générer du texte, des images ou d'autres médias en réponse à une instruction. Cette instruction, on va l'appeler prompt. Donc, le nouveau contenu, il est similaire aux données d'apprentissage, mais avec un certain degré de nouveauté. Donc, là, par exemple, imaginons qu'on dispose d'une IA générative entraînée sur différents styles de robes, chemises, pantalons et accessoires. Et donc, notre IA générative, elle permet de générer des images.
Donc, on va lui donner juste un thème, rétro-futuriste, par exemple, et l'IA va nous sortir cette image-là. Donc, cette image-là, elle n'existe pas dans ces données d'entraînement. Elle est générée à partir des données avec une certaine modification. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement des IA génératives, on doit juste faire la distinction par rapport à l'IA prédictive qu'on utilise en machine learning. Donc, certes, ce sont deux domaines qui ont des similarités. Donc, les deux reposent déjà sur les techniques d'apprentissage automatique pour analyser les données. Donc, ils s'appuient tous les deux sur l'analyse de données passées pour effectuer des tâches respectives, mais il y a des différences au niveau des objectifs et de l'utilisation. Donc, pour l'objectif, donc l'IA générative, elle crée du contenu, donc ou de nouvelles données qui sont absentes du jeu de données original. Donc, elles permettent la création de textes, images, musique, simulant la créativité humaine. Donc, l'utilisation, elle peut être utilisée dans la création artistique, la génération de contenu, pour le divertissement ou même la synthèse des données pour entraîner des modèles d'IA. Pour l'IA prédictive, donc l'objectif principal, c'est de prédire des résultats basés sur des données existantes. Donc, on va analyser des données historiques pour des prévisions précises sur des événements futurs. Et généralement, on l'utilise pour la prévision boursière, météorologique, etc. Donc, dans cette présentation, on va se focaliser sur un type particulier des IA génératives qui est le LLM, donc Large Language Model. Donc, large fait référence à l'ampleur des données d'entraînement et à la taille du modèle. Language indique son orientation vers le traitement du langage naturel. Et modèle signifie qu'il effectue des prédictions ou des réponses basées sur des schémas de données appris. Donc, le 30 novembre 2022, sortie de ChatGPT, donc cet outil qui connaît un succès immédiat et global, et ceci s'explique par les statistiques. Donc, en une semaine, plus d'1 million d'utilisateurs. En 2 mois, il a pu dépasser les 100 millions d'utilisateurs. Donc, certes qu'on n'entend pas beaucoup parler de ChatGPT, mais ce n'est pas parce que c'est le plus performant des LLM. Mais c'est juste qu'il a été beaucoup médiatisé. Donc, il faut être conscient que à côté, il y a pas mal de LLM qui sont développés et qui sont en cours de développement. Donc, en gros, il y a une centaine de LLM qui sont développés par des géants de l'industrie comme Facebook, Google, Microsoft ou autres, ou des acteurs académiques comme l'université de Stanford et Berkeley. Donc voilà, il y a beaucoup de LLM qui existent. Il n'y a pas que ChatGPT, mais c'est juste qu'il a été beaucoup médiatisé. Donc, ChatGPT émane d'une évolution lui aussi. Donc, il a été introduit en 2018 avec la version GPT-1, donc qui est une version qui utilise 117 millions de paramètres. Ensuite, ça a évolué en 2019 vers 1,5 milliard de paramètres. Et en 2020, il connaît une évolution une grande évolution au niveau de la taille et de la performance avec GPT-3. Donc, en 2023, il y a GPT-4 qui est sorti, mais le nombre de paramètres n'est pas encore divulgué jusqu'à présent. Donc, ChatGPT, c'est constitué par 2 mots. Chat pour faire référence à l'interaction et GPT pour faire référence
au Large Language Model. Donc, avant tout, ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Donc, c'est un chatbot. Un chatbot, il a pour objectif de dialoguer avec l'utilisateur, essayer de le guider ou de l'assister. Donc, les chatbots, c'est pas nouveau. Donc, ça existe depuis longtemps. On peut trouver pas mal de chatbots sur le net. Donc, généralement, le fonctionnement se base sur la notion de mots-clés. Donc, en général, si on mène une discussion avec un chatbot, donc l'échange pourrait être utile si on réussit à mettre les bons mots-clés. Donc, oui, voilà. Donc, l'idée, c'est que, voilà, donc actuellement, on peut développer un chatbot en utilisant du machine learning. Donc, on va procéder par étapes juste pour comprendre comment on a abouti à ce chatbot très développé. Donc, voilà. Donc, si on se dit que on va utiliser du machine learning, donc le mécanisme d'apprentissage le plus connu, c'est l'apprentissage supervisé. Donc voilà, on va avoir des entrées, une sortie. Imaginons qu'on a une grande base de données de questions-réponses et donc notre entrée, ça va être la question et notre sortie, ça va être la réponse à partir de cette base-là. Donc, si on raisonne de cette façon, on va remarquer que ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Donc déjà, si on raisonne de cette manière, donc il nous faut une énorme quantité de données qui consiste à un grand nombre d'échanges de questions-réponses. Aussi, il faut que ces questions-réponses couvrent plusieurs sujets, un maximum de sujets. Et donc, il faut aussi des réponses de qualité. Donc, il faut que ces réponses soient fournies par des êtres humains. Malheureusement, ceci n'est pas possible parce que on n'a pas ce genre de données en quantité aujourd'hui. Et aussi, donc, si on analyse, par exemple, les réponses fournies par un chatbot, les réponses ne sont pas tous identiques. Donc, c'est pas toutes les réponses qui sont identiques. On peut avoir des réponses qui sont syntaxiquement formulées différemment, mais le sens, c'est le même. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer au modèle dans la phase d'apprentissage si cet exemple a été, il a bien appris ou pas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment une réponse unique. Et dernière chose, c'est l'absence de continuité dans le dialogue. Donc, si vous avez, je suppose que tout le monde a déjà au moins essayé une fois ChatGPT. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on discute, lorsqu'on mène une discussion, donc ChatGPT se rappelle des échanges précédents et les utilise dans ses réponses. Et du coup, si on veut utiliser une approche de machine learning classique avec un couple question-réponse, cette continuité ne sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va raisonner autrement et on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le modèle de fondation. Donc, le modèle de fondation, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est entraîné sur une certaine tâche assez générique. Donc, le but, c'est d'être ensuite adapté à d'autres tâches plus spécifiques. Donc, les fonctionnalités principales, c'est la compréhension du langage naturel, la prédiction et génération du texte cohérent. Et donc, un exemple de modèle génération, c'est GPT, qui veut dire Generative Pre-Trained Transform. GPT, il a entraîné sur une tâche bien spécifique. Cette tâche n'est pas de répondre directement à la question, mais juste de prédire le mot suivant. Donc, voilà, là, donc on va restreindre
la tâche et ça va être pas directement répondre à la question, mais juste prédire le prochain mot. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc, si on essaye de donner une phrase à GPT, donc il doit être capable de finir cette phrase. Donc, si par exemple, je lui donne la phrase « La souris est mangée par le », il doit être en mesure de compléter la phrase, par exemple, soit par chat, chien, serpent ou autre. Bien évidemment, le plus naturel, c'est que on mette le chat. Donc voilà. Comme on l'a déjà mentionné, donc il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a plusieurs réponses, mais c'est pas. Il faut juste comprendre quelque chose, c'est que il va essayer de compléter la phrase par une réponse plausible. Plausible, ça ne veut pas dire vrai. Donc, c'est juste que pour lui, donc, si par exemple, je ne sais pas, j'essaie de compléter la phrase par exemple, lion, c'est vrai que c'est inattendu, c'est pas très, très naturel, mais ça peut arriver, c'est plausible. Donc, il faut retenir que dans cette complétion de texte, il n'y a aucune notion de vérité. Donc, il va juste essayer de compléter selon ce qu'il a appris par un mot. Donc, on va juste vérifier la cohérence entre le sens et les relations des termes existants avec le mot à compléter. Donc, on doit vérifier que ce soit correct. C'est tout. Donc, comment fonctionne? Donc, là, on voit bien que la tâche, c'est la prédiction du mot, du prochain mot. Donc, c'est comme ça. Là, je vais vous expliquer comment fonctionne un modèle de langue pour la prédiction du prochain mot. Donc, là, par exemple, si je lui donne cette phrase, donc il y a plusieurs possibilités de compléter la phrase avec des probabilités plus ou moins différentes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle un modèle génératif qui vise à prédire le mot suivant dans une séquence de mots. Donc, pour choisir le bon terme, ces modèles de langue ont passé par une évolution, on va dire. Donc, première évolution, donc c'est l'apparition des word embedding début des années 2000. Ces word embedding ont constitué une révolution dans ce domaine-là. Donc, l'idée, c'est, par exemple, pour un être humain, quand il regarde des phrases, il peut classifier naturellement des mots qui ont un comportement similaire. Donc là, si on a tu, je, lis, il, donc pareil, les mots qui sont colorés avec la même couleur, l'être humain, il peut détecter facilement que ces mots-là ont un comportement similaire. Pour une machine, ce n'est pas possible parce que voilà, ils connaissent pas le sens des mots. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de représenter ces mots avec une représentation avec des vecteurs dans un espace très grand et donner ces mots à un réseau de neurones. Donc, à partir des données d'apprentissage, cette représentation, elle va être mise à jour. Et du coup, chaque mot dans le vocabulaire, chaque mot va avoir une représentation unique. Et donc, si on essaye de représenter dans un espace juste 3D, juste pour visualiser comment seront placés ces mots-là, on peut voir que les mots qui ont des comportements similaires vont être placés à l'espace proche, de façon proche. Et du coup, donc, quand on veut faire la prédiction, nous décollons pour, donc normalement, le modèle, il va choisir
un mot dans l'espace du cercle rouge. Donc, deuxième étape, donc c'est le mécanisme d'attention. Donc, c'est apparu avec la traduction automatique. Donc, si par exemple, j'ai une phrase à traduire, enfin, une phrase en français que je veux traduire en anglais, je livre une pizza en boîte. J'ai plusieurs possibilités pour traduire. Donc, quel sera le mot le plus approprié? Et du coup, donc, le mécanisme d'attention, on va attribuer à chaque mot de la phrase un coefficient d'attention et qui va capturer plus ou moins les mots-clés qui vont guider le choix du mot approprié. Donc, c'est comme le fonctionnement du cerveau. Donc, ici, on va voir que pour les mécanismes, les coefficients d'attention, donc pizza a un coefficient élevé. Et du coup, le mot approprié pour finir la phrase pour la traduction, c'est deliver. Et donc, la troisième partie, c'est la combinaison de ces deux approches, l'embedding et l'attention. Donc, ce qui fait la notion des transformers. Donc, les transformers, c'est simplement donc se dire que chaque mot, le sens du mot, il dépend de son contexte. Et du coup, donc, si on a des embeddings, des vecteurs embedding qui ne sont pas dans le contexte, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc, on va essayer de contextualiser ces embeddings. Donc, du coup, on a généralisé le mécanisme d'attention. Et du coup, là, donc on part de vecteurs avec donc des embeddings XI et par la suite, on va rajouter l'attention et on va avoir d'autres vecteurs, mais qui prennent en compte le contexte de la phrase. Donc, en gros, le fonctionnement des LLM, se résume comme suit. Donc, on a une donnée d'entrée, donc qui est une phrase. Donc, on va essayer de découper cette phrase-là en des tokens. C'est comme des mots, on va dire. Et par la suite, donc, il y aura la phase encoder, decoder. Donc, ça, c'est les transformers. Donc. Et du coup, donc, pour la sortie du mot, donc, on va utiliser le décodeur, il va prendre la représentation vectorielle de l'encodeur qui contient l'embedding avec la contextualisation et il va générer un nouveau texte en fonction de ce contexte. Donc, il va utiliser aussi les tokens déjà générés précédemment. Et du coup, donc là, si on a cet exemple, Paris is the city, on a plusieurs possibilités. Donc, la question qui se pose là, comment on va compléter? Donc là, on peut voir que off, par exemple, elle a une probabilité plus grande. Donc, on se dit que le modèle, il va prendre la probabilité la plus élevée. Cependant, on ne veut pas que notre modèle répète identiquement ce qu'il a appris. Et du coup, donc, comment échapper à tout cela? Donc, il y a plusieurs méthodes de génération de texte. Donc, là, je ne vais pas les citer, mais l'idée, c'est que le LLM, il va essayer de combiner toutes ces méthodes-là pour pouvoir générer des réponses originales en limitant les duplications des données d'entraînement. Donc, ça, c'est une façon d'éviter de réécrire, voilà, réinjecter les données d'entraînement. Donc, voilà. Donc, comme on l'a déjà expliqué, donc, il nous faut pour notre modèle une base d'apprentissage. Donc, il nous faut une base de données. Donc, généralement, cette base-là, elle passe par un processus d'annotation qui est assez coûteux. Ce qui est bien avec les LLM, c'est que
on n'a pas besoin d'annoter parce qu'on va utiliser juste les phrases qui existent sur Internet et on va essayer à chaque fois de cacher un mot et de donner cette phrase-là au modèle pour qu'il s'entraîne. Et du coup, à partir d'une seule phrase, on peut avoir plein d'exemples. Donc, c'est comme ça que se fait la phase d'apprentissage et du coup, on appelle ça l'apprentissage auto-supervisé. Donc ici, voilà, c'est juste une idée sur le corpus utilisé par GPT-3. Voilà, donc il faut juste retenir l'information que l'entraînement, il a lieu une seule fois et du coup, les connaissances sont figées. Mais ceci va probablement changer. Voilà, bon, je vais sauter ça. Donc là, j'ai utilisé l'interface Playground offerte par OpenAI juste pour vous montrer comment on utilise GPT pour la complétion de texte, pour deviner le prochain mot. Et là, regardez, donc ici, je lui ai écrit, voilà, Christophe Colomb a découvert l'Amérique donc lui, il a complété par une date qui est correcte. Sauf que j'ai essayé d'écrire Bill Gates découvre l'Amérique et il complète tranquille, sans problème. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, il s'en fout. Il n'a pas la notion de vérité. Avec tous ces ingrédients, est-ce qu'on peut avoir vraiment un chatbot? Donc là, j'essaie de poser une question. Quelle est la taille de la Lune? Donc, une fois, il me répond la taille exacte. Et une autre fois, il me pose plein de questions juste après. Et du coup, donc pour lui, parce qu'il n'a pas été entraîné pour répondre à des questions, il va juste compléter. Pour lui, s'il répond avec un mot, OK, mais il peut aussi répondre avec d'autres questions. Donc, ça pose pas de problème pour lui. Et du coup, donc, comment remédier à ça? OpenAI, voilà, l'idée, c'est d'essayer de mettre un pré-prompt donc pour le mettre dans le bain. Donc, on va lui dire que, voilà, ceci, c'est une conversation entre un étudiant et un enseignant pour qu'il puisse comprendre que c'est une conversation et qu'il nous dise, voilà, qu'il puisse continuer la conversation. Donc, ce mécanisme de pré-prompt, il est utilisé par l'application Replica qui utilise cette notion de pré-prompt pour pouvoir discuter avec un ami virtuel. Donc, le pré-prompt de ChatGPT, il n'est pas dévoilé, c'est secret et apparemment, il est en cours de modification. À chaque fois, ils essayent d'améliorer. On a pu récupérer le pré-prompt de Sydney qui se trouve dans le moteur de recherche Bing. Bon, c'est beaucoup plus long que ça. Hein. C'est 2 pages d'instructions. Donc, on va dire au chatbot, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas révéler le nom. Donc, voilà, plein d'instructions. Donc, en utilisant uniquement le pré-prompt, c'est pas aussi très fiable parce que si on essaye de taper une question, si on met un pré-prompt que c'est une discussion, il peut compléter par juste une réponse ou sinon il peut compléter juste toute la discussion. Et du coup, voilà, pour essayer d'améliorer le fonctionnement de ChatGPT, il y a la technique de fine-tuning. Donc, c'est un processus consistant à prendre un modèle pré-entraîné comme GPT et de le spécialiser en prolongeant son entraînement sur des textes bien choisis. Donc, du coup, OpenAI, elle a utilisé le fine-tuning de GPT pour donner Instruct GPT. Donc voilà, normalement, il est exposé à des questions-réponses qui sont rédigées par des humains pour améliorer son fonctionnement. Une autre technique donc qu'on utilise aussi, c'est de proposer une troisième couche d'apprentissage
en utilisant l'apprentissage par renforcement. Donc, on va partir des réponses fournies par ChatGPT à certaines questions et on va faire évaluer ces réponses par des humains. Juste l'évaluation. On ne va pas faire tout le processus, mais juste évaluer les réponses. Et ça, voilà, cette phase, c'est la façon pour s'assurer que le modèle ne sort pas des réponses qui pourront être jugées illégales, dangereuses, haineuses ou inappropriées pour l'usage auquel il est destiné. Donc ici, on a plusieurs applications qui commencent déjà à utiliser GPT-4, comme par exemple Be My Eyes qui facilite la vie aux personnes aveugles, donc elle permet de les guider dans les endroits publics. C'est utilisé aussi par Duolingo dans la version payante pour améliorer l'apprentissage et aussi par la banque Stripe pour faciliter le support aux utilisateurs et détecter. Prendre une conférence au milieu, c'est un peu. Je dis prendre une conférence au milieu, c'est un peu optimiste. Hein. Bah, il y avait Amira qui faisait une conférence là. Ah, c'est aujourd'hui? Oui, mais j'arrive d'OTP. Alors, donc maintenant. Les gens, je les promesses. Bon, ça va, cette partie-là, je vais suivre. Il y a encore de la France. Oui. Voilà. Bon, à demain. Voilà, ici je vous donne une étude qui a été faite en mai 2023. Donc, comment les Français utilisent les IA génératives comme ChatGPT et Midjourney. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Midjourney, c'est aussi une IA générative qui permet de générer une image à partir d'un texte. On peut voir que 68% des Français qui utilisent des IA génératives dans l'entreprise et ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Voilà. Et on remarque que 45% des entre 18 et 24 ans utilisent les IA génératives contre seulement 18% des 35 ans et plus. Donc, les IA les plus cités, c'est bien évidemment ChatGPT, Bing et OpenAI et Midjourney. On peut l'utiliser dans plusieurs fonctionnalités. Donc, il y a aussi une autre enquête de Salesforce qui date du 15 novembre 2023. Donc, ça, c'est pas uniquement les Français, mais on peut voir que ils ont interrogé 14 000 travailleurs dans 14 pays. Donc, il y a 28% des employés qui utilisent cette technologie au travail. 54% ont admis l'utiliser sans l'approbation de leur employeur. Donc voilà, ces pratiques non autorisées représentent une menace sérieuse en termes de confidentialité des données, vulnérabilité face aux cyberattaques et de risque de non-conformité aux réglementations en vigueur. Donc, premier enjeu, c'est le rapport à la vérité. Donc, les LLM contiennent des corrélations entre des tokens qui n'ont aucun rapport entre eux. Donc, ces systèmes, ils peuvent produire des résultats erronés ou des phrases ou des faits qui n'existent pas. Donc, on appelle ce phénomène le phénomène d'hallucination. Donc, les hallucinations se produisent lorsque le modèle génère du contenu qui semble plausible, mais qui n'est pas basé sur des faits réels et ou qui est incorrect. Donc, les données d'entraînement peuvent conduire à des réponses biaisées ou factuellement incorrectes, ce qui peut constituer un grave problème lorsque les gens se fient à ces robots pour obtenir des informations. Donc, parce que généralement, il y a pas mal de gens qui l'utilisent comme la source d'information. Il faut se méfier de ça. Et donc, avec ces hallucinations, on va nourrir les données d'entraînement avec des données encore qui sont erronées et voilà, donc ça continue.
Il y a aussi la manipulation de l'utilisateur, que ce soit intentionnel ou pas. Donc, les textes fournis de l'IA générative peuvent également entraîner des risques de manipulation intentionnelle ou pas. Donc, selon le Comité national pilote d'éthique du numérique, donc, la machine peut ainsi être perçue comme plus performante ou supérieure à l'homme parce qu'elle génère un texte très cohérent, bien formulé. Il y a aussi l'interaction en langage naturel peut amener l'utilisateur à parler plus librement de son intimité et à croire à une attention de la part de la machine qui donne l'illusion de l'empathie humaine. Voilà, le Comité national pilote d'éthique du numérique dit qu'un système d'IA générative peut donc mettre les utilisateurs dans des situations, les amenant à se confier, mais aussi à révéler des informations confidentielles de l'entreprise, ce qui est dangereux. Donc, il y a aussi ce problème, c'est qu'il y a une difficulté de différencier entre le texte généré par la machine et le texte rédigé par l'humain. Et du coup, si ce texte contient une fraude ou quelque chose, donc comment on va sur qui on va mettre la responsabilité. On ne va pas mettre la responsabilité sur l'IA, mais on ne peut pas faire la distinction. Donc, la recommandation, c'est du CNPEN. Donc, c'est l'utilisation d'une solution technique de type watermark préconisée pour les grands modèles de langue, pour qu'on puisse différencier le texte généré par l'humain du texte généré par l'IA. Il y a aussi les deepfakes. Donc, avec ces IA, on peut créer des vidéos, des photos, des enregistrements vocaux qui sont faux, mais qui ressemblent à d'autres personnes. Et on peut utiliser ces informations, on va dire, ces données générées. On peut les utiliser contre les politiciens, des célébrités. Donc, voilà. Donc, il y a un impact sociétal qui est très grave. Déjà, la propagation de fausses informations qui sont similaires aux hallucinations, qui contribuent à une diffusion massive du contenu falsifié, créant un problème sérieux, un problème sociétal sérieux. Donc, voilà. Il y a aussi la diffusion de fake news parce que, donc là, il y a le journal irlandais, The Irish Times, qui a publié un faux article d'opinion écrit par une intelligence artificielle. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, le texte, il était tellement cohérent. Il y avait la photo de la personne qui a rédigé l'article, tout était semblé dans les normes. Et donc, ils ont publié l'article et ils se sont rendus compte après, parce que la personne qui a publié cet article, elle a créé un compte sur Twitter. Et voilà, donc elle s'est moquée du journal. Elle a dit, j'ai utilisé GPT-4 pour générer le texte et DALL-E pour générer la photo. Donc, voilà. Ça devient très facile avec ces IA génératives. Donc, il y a aussi un problème majeur qui consiste au stockage des données des utilisateurs pour l'entraînement des modèles d'IA génératifs. Ici, on peut voir qu'en Italie, ils interdisent l'usage de ChatGPT invoquant la collecte illégale des données. Donc, il y a risque de conversation indéfinie des informations utilisateurs pour le réentraînement de nouveaux modèles. Donc, il y a de vraies menaces pour la confidentialité. Il y a aussi des risques de cybersécurité. Donc, les attaquants pourraient employer ces outils pour générer déjà du code malveillant plus facilement, ce qui augmente les risques d'attaque. Les fournisseurs d'IA générative assurent des mesures de sécurité, mais les utilisateurs finaux ont peu de moyens pour vérifier ces protections. Donc, c'est beaucoup plus simple pour générer, que ce soit les identifiants, pirater les systèmes, et même les attaques de phishing sont plus réalistes.
une question qui se pose, c'est par rapport aux droits d'auteur. Donc, les modèles d'IA génératifs s'appuient sur d'énormes ensembles de données Internet pour leur entraînement. Donc, les modèles peuvent utiliser des données non explicitement partagées par les sources originales pour générer du contenu nouveau. Les œuvres d'art, par exemple, qui sont générées par l'IA, soulèvent des questions de droits d'auteur, y compris pour les photos et la musique. Donc, les outils comme DALL-E, référence des bases de données sans divulgation explicite des œuvres utilisées, posant des problèmes d'attribution. Et donc là, ici, on peut voir qu'il y a pas mal de plaintes qui ont été portées contre plusieurs IA pour violation de droits d'auteur. Donc, les défis de l'IA générative, donc il y a deux défis très importants, on va dire, qui font face à ces IA génératives. Premier défi, c'est le problème d'hallucination. Donc, si on essaye de poser une question par rapport à un fruit qui n'existe même pas, donc le LLM, il va répondre avec toute sûreté, sans problème. Et l'autre problème, c'est le seuil de connaissance. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, l'entraînement, il se fait une seule fois, c'est très coûteux, ça nécessite beaucoup de voilà, donc parce qu'il y a plein de paramètres, donc on ne peut pas entraîner toutes les semaines ce genre de modèle. Donc, il y a un seuil, à un moment, il faut s'arrêter, il faut dire on va faire l'entraînement et s'arrêter. Et du coup, donc, si on pose des questions récentes au LLM, il ne va pas connaître la réponse. Sauf que ces défis sont en train de se résoudre, on va dire. Donc, avec la version 4 de GPT, il est capable d'écrire une image. Donc, si on fournit une image à GPT-4, il va nous donner une description bien détaillée de l'image. Et du coup, donc, c'est quoi la solution? Donc, c'est la génération augmentée par récupération. On appelle ça le RAG. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, on ne va pas se baser dans les données d'entraînement uniquement sur des textes qui se trouvent sur Internet, mais on va plutôt donc avoir, si par exemple on a un article qui contient du texte et des images, donc on va séparer les images et le texte, on va stocker les images dans une base de données vectorielle, on va dire, et aussi la partie textuelle, donc on va aussi la stocker dans une base de données vectorielle. Et du coup, donc, quand l'utilisateur il va poser une question, donc on va pas se contenter déjà uniquement de ce qu'on a comme données, mais on va utiliser en temps réel, on va pouvoir essayer en temps réel, analyser ces bases de données et pour pouvoir augmenter, on va essayer d'augmenter les informations pour avoir une meilleure réponse. Donc voilà, et du coup on parle de multimodal LLM. Et donc ces réponses-là sont beaucoup plus précises et voilà, donc plus précises qu'avant. Donc du coup, on va réduire les hallucinations. Donc, on va utiliser l'information récupérée pour améliorer la précision et la cohérence du texte généré. Et pour le seuil de connaissance, donc, il n'y aura plus de seuil. C'est bon, j'ai presque fini, il me reste juste un slide. Donc, voilà. Donc, il va faire la recherche en temps réel. Donc, il n'y aura plus cette barrière. Et donc, on peut voir que OpenAI
a déclaré que dans la version GPT 4, donc voilà, il y a la notion, voilà, l'approche RAG dynamique, donc l'extraction dynamique de données pour des réponses enrichies. Et donc, du coup, cette version, elle est juste disponible pour le moment dans la version 4, mais ça va être popularisé pour le grand public. Donc, voilà, c'est bon. J'ai fini, je vais dépasser. Merci beaucoup, Amira. Bien entendu, j'espère qu'il va y avoir des questions. Oui. En tant qu'enseignant, du coup, est-ce qu'on a un outil pour savoir si les étudiants, par exemple, est-ce que ça le plagiat sur Internet, on a cette situation, mais là, oui, c'est vrai que pour le moment, comme je vous ai dit, c'est vraiment très compliqué de distinguer le texte généré par ChatGPT et le texte généré par le NAM. Donc, pour le moment, si on utilise plus ou moins ChatGPT, on peut reconnaître. Il y a vraiment des phrases, à chaque fois que tu les vois, c'est bon, tu te dis, ah, ça c'est ChatGPT. Et en plus, parfois, enfin, il se trompe, hein. Il se trompe. C'est pas qu'il donne des textes 100% corrects. Mais bon, j'avoue que la formulation, c'est vraiment très, très bien formulé. Mais bon, pour le moment, peut-être qu'ils vont développer quelque chose pour ça. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait de... Oui. Oui, normalement, ils font tellement de fautes d'orthographe que ce n'est pas possible qu'ils nous rendent quelque chose sans faute d'orthographe. D'autres, oui. Merci Fabienne. Amira pour cette présentation. Simplement une question, c'est parce que l'amélioration, tu en as parlé pour ChatGPT, mais en ce qui concerne la création d'images, on sait très bien qu'on arrive à fabriquer des images qui sont incroyables, incroyablement fausses d'ailleurs. Et c'était, enfin, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il n'y a pas si longtemps, ça pour l'image. C'est une manifestation qui se faisait sur il y avait quelqu'un qui avait déclaré qu'en fait, il y avait un journaliste, qui avait fait une photo qui était complètement fausse. Alors, moi, je trouve ça assez grave parce que surtout dans la vie scolaire qui visite ça pour l'image. Bon. Donc, du coup, pour ces images-là, parce qu'en fait, notre société, elle fonctionne maintenant que sur l'image. Oui. Donc, on est capable de générer des images qui le plus bas ce qu'il a, ok. Mais du coup, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ça? Ou là, du coup, il n'y a pas de contrôle? Non, mais si on fait bien attention, il y a quelques erreurs. Il y a des erreurs. Par exemple, si il y a des sites du genre This person doesn't exist, par exemple, si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir des images, des photos de plusieurs personnes qui n'existent pas. Et bon, enfin, il peut y avoir des photos, mais vraiment parfaites, mais on peut, si on regarde bien, on peut trouver l'oreille qui manque un peu, ou vraiment des détails très minimes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut, oui. Et donc, surtout aussi, pour ces IA-là, pour les images, s'il y a du texte, elle va te sortir n'importe quoi. Parce que, voilà, moi, j'ai déjà essayé avec Midjourney, dès que tu lui écris du texte, et quand il génère l'image, le texte, mais vraiment, c'est vu n'importe quoi. C'est vraiment des caractères qui sont mis n'importe quoi. Il ne comprend pas le texte. J'avais une question par rapport aux différents outils qui existent, comme ChatGPT et tous les autres. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la base de données qui va être rentrée au départ. Oui. Et donc ça, c'est chacun choisit
comment ça fait? Ah, non, 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 Non. ils sont en fait. C'est Dans les pris Oui, oui, Dans bah, les c'est donc, ça veut ça. dire que toutes les les applications utilisent la même base initiale. Mais est-ce qu'il est possible qu'une personne décide de rentrer des bases qui ne sont pas disponibles à d'autres pour en fait biaiser après les résultats? Bah justement, les données qui sont disponibles sur Internet, il y a Il y a des beaucoup biais, de bien sûr. biais. Mais est-ce que vous pouvez orienter, enfin, est-ce que quelqu'un pourrait orienter justement ce biais en rentrant? Enfin, il suffirait de rentrer dans Internet et après ça. Oui. Donc tout est pris en fait. C'est ça le problème. Donc, ils Ouais. essayent de Sur faire Google, des sur- techniques pour essayer de... Vous voyez la phase là où ils passent par des êtres humains pour essayer on va dire, de filtrer plus ou moins. Parce que la première version de GPT, elle sortait des commentaires racistes, donc, du coup, c'était pas possible de rendre ça visible au public. Donc, ils ont fait un gros travail pour essayer d'améliorer ça. Donc, de virer tout ce genre de propos que l'IA peut dire. Hein. Il y a- C'est pour rebondir. Oui. C'est pour rebondir, est-ce qu'on ne doit pas, pour les enseignants que nous sommes, hein, partir du principe qu'ils utilisent l'intelligence Ben, ça, artificielle? c'est sûr. Parce que de toute façon, C'est sûr. vraiment, ma petite expérience, j'enseigne les statistiques appliquées, on fait du RStudio, donc c'est de la ligne de commande. L'année dernière, je découvre que certains utilisaient ChatGPT pour corriger les scripts. Je trouve ça assez injuste que certains l'utilisaient, d'autres pas. Cette année, je leur ai dit à tous d'utiliser ChatGPT et je pense que l'année prochaine, je vais faire un TP de l'utilisation de ChatGPT pour corriger les scripts de RStudio. Parce que on ne peut pas y échapper. Hein. à la fin, et puis alors ce qui est rigolo, c'est que moi qui suis d'ancienne école, qui corrige mes scripts avec l'intelligence humaine, eux, ils ont l'apprentissage de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que moi dans l'utilisation de ChatGPT sur la correction de scripts. Ouais, ouais. La création. Après, l'inconvénient, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose de ce qu'ils font. Ça limite quand même, oui, oui. Ça Puisque, limite. du coup, ce n'est pas eux qui corrigent. Et quand on corrige, on apprend. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. C'est vrai qu'il y a tout un travail pour arriver à poser le bon prompt au ChatGPT. Il y a même une filière prompt engineering qui est apparue, donc juste pour comprendre comment parler à une IA. Donc, parce que la réponse, elle diffère d'un prompt à l'autre. Et du coup, bah, on ne peut pas y échapper parce que même les outils Microsoft Word, Excel et tout, ils vont intégrer ChatGPT. Donc, ça va être intégré plus ou moins partout. Et il n'y a pas moyen d'échapper, donc il faut essayer de s'adapter. Bien sûr. Ah oui. Faire avec. Est-ce qu'il y a une question sur en distanciel? Il y a Donc, on continue. Oui. Oui. Ouais. Vas-y, David. Petite question. Je vois qu'on a notre vice-président numérique parmi nous. Il existe, ouais, ça cache une requête. Il existe pas justement, pour rebondir sur ce qu'il a dit, qui permettent d'intégrer ChatGPT 4 dans Microsoft, comme Ghostwriter ou autre. C'est une petite licence qui coûte pas très cher. Ça pourrait être sympathique d'y fournir des lettres à voir, à réfléchir. Ouais. Ah, ouais, ça me permet de. Oui. Compilation propose une option d'identification de ChatGPT, qui est une option complémentaire à l'heure actuelle. Alors, pour l'instant, on a l'habitude de ne pas y recourir, de pas non plus installer. Ça pourrait laisser croire qu'il y a ou il n'y a pas d'usage, alors qu'en fait, mais c'est vrai, comme disait Jérôme, il se pose la question de ce qu'on demande aux étudiants, c'est aussi la démarche qu'on attend d'eux en amont de l'investisseur pour pouvoir ensuite identifier si c'est un travail spécifique et si on arrive à essayer des compétences. Peut-être qu'on évoluera aussi pour la
Mais la question se pose non seulement pour l'enseignement, mais pour la recherche. Oui. On peut très bien avoir, donc d'ailleurs, il y a eu cet article-là qui est, voilà, on peut avoir sur une question de recherche, un article scientifique avec, voilà. Mais voilà, le problème avant, donc, avant, il y avait un problème au niveau des références avec ChatGPT. Donc, dès qu'on lui demande de donner des références, il peut te générer voilà, des références qui ont l'air véridiques, mais quand on vérifie sur Internet, ces références n'existent pas. Et moi, je voulais vous donner un exemple sur ça, mais j'ai vu qu'ils ont corrigé pas mal de choses. Sur ça, ils sont en train de travailler et du coup, de travailler là-dessus. Et du coup, donc, ça, pour les références, ça ne génère pas comme avant des références erronées. Donc, ils sont en train vraiment de travailler là-dessus. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui, non, j'ai une question recherche par rapport à cela. Effectivement, c'est basé sur l'IA générative, elle est basée sur le deep learning, etc. On sait très bien aussi quel est le problème des deep learning et des algorithmes neuronaux, c'est qu'il n'y a pas de, justement, c'est comme une boîte noire. Voilà, on va pas, à la limite, on peut définir les couches, comme tu as dit, la profondeur, etc., mais on ne peut pas aller sur. Alors, justement, la question qui est maintenant, c'est, je sais que tu travailles dessus aussi, c'est l'explicabilité. Parce que quand tu utilises ça, c'est utilisé dans les entreprises pour des prises de décision, comment ces décisions peuvent être aussi expliquées en rentrant, bien sûr. Voilà. Donc, déjà, le problème d'explicabilité, je voulais l'évoquer dans la présentation, mais j'avais pas trop le temps. Ça devenait trop long. Donc, oui, c'est vrai que déjà, le problème avec le deep learning, c'est que c'est des boîtes noires qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement. Donc, c'est des modèles qui apprennent typiquement des données et qui nous sortent des résultats. Donc, par exemple, si par exemple, il y a des banques qui utilisent des systèmes d'IA, quelqu'un demande, par exemple, fait une demande de prêt, deux personnes voilà, fait des demandes de prêt, l'homme, il l'obtient, la femme, elle ne l'obtient pas. Et du coup, ça, c'est expliqué parce que c'est une femme. Ça, il y a l'explication. Vas-y. Et du coup, donc, il faut expliquer pourquoi le modèle, il a fait ceci et cela. Et du coup, donc, on peut expliquer ça par un biais dans les données d'entraînement parce qu'il y a eu plus d'hommes qui ont obtenu de crédit que de femmes. Et du coup, le modèle, il va te sortir un non pour une femme et un oui pour un homme. Mais donc, il y a pas mal de travaux sur l'explicabilité. Il y a pas mal de frameworks comme le NIME, le SHAP, qui essayent pas vraiment d'expliquer le modèle, comment il fonctionne étape par étape, mais ça va expliquer le comportement. Donc, pour ce modèle, les deux variables, par exemple, qui influent le plus, c'est le sexe et l'âge, par exemple. Donc, voilà, ça nous donne une idée sur le fonctionnement du modèle et du coup, on peut corriger le modèle, adapter le modèle pour qu'il puisse prendre en considération. Merci Amira. Il y a Benoît qui veut poser une question. Benoît, ton micro. Voilà. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, j'avais mis la question dans le chat, mais je peux la poser à l'oral. Je me posais la question, donc on voit que sur ces modèles, au niveau des photos, il y a encore quelques bugs. On parlait du bug des références, qui à l'époque était complètement fausse et répartie de manière presque aléatoire, et aujourd'hui c'est en train d'être corrigé. Quelque part, on pourrait imaginer un modèle prédictif qui prenne en compte la vitesse à laquelle on répare ces erreurs, pour nous dire à quel moment est-ce qu'on pourra générer à l'interface des différents types d'IA génératives qui sont utilisés aujourd'hui, un modèle presque parfait de phishing ou de communication où vous aurez sur votre répondeur téléphonique la voix d'un proche qui vous raconte une histoire très réaliste avec toutes vos infos personnelles
ou un email de l'administration de l'université, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui est à la limite du réalisme, puisque si on ne vérifie pas vraiment ce à quoi le lien amène, on peut vraiment y croire assez facilement. C'est du phishing presque parfait. Donc, est-ce qu'il existe des modèles qui prennent en compte la vitesse à laquelle on résout les problèmes d'IA pour nous dire quand est-ce que les IA feront des solutions presque parfaites, ce qui veut dire que en utilisant des modes de communication numérique, eh ben, on sera quand même, il y aura beaucoup de travail à faire pour vérifier l'information et ne pas se faire avoir. Donc, C'est ta question, moi, j'ai pas bien saisi la question. La question, c'est est-ce qu'il existe des modèles prédictifs pour dire quand, vu qu'on sait à quelle vitesse se résolvent les problèmes, quand est-ce que tous ces problèmes seront résolus et qu'on aura en fait une IA capable de générer des messages parfaits. On ne pourra plus voir la différence. Donc à la fois, on aura un test de Turing auquel la réponse est positive et à la fois, ben, on sera bien embêté quand on reçoit un email pour savoir si c'est un piège ou pas. Oui, on peut penser à ça, mais c'est vrai que ça évolue, mais vraiment d'une vitesse incroyable. Donc là, moi, j'ai commencé à rentrer dans ce domaine assez récemment et je vois que à chaque jour, il y a de nouveaux travaux, à chaque problème, voilà, il travaille là-dessus et il trouve d'autres solutions. Et même, je viens de lire un article très récent, donc là où ils utilisent les LLM pour corriger un modèle prédictif. Donc, ils font un modèle de prédiction de je ne sais pas quoi. Et le LLM, il apprend au fur et à mesure. Et par la suite, c'est le LLM qui corrige le modèle. Mais franchement, la vitesse avec laquelle ça évolue, tous ces travaux sur ces IA génératives est vraiment impressionnant. Moi, j'ai une petite question, puisque c'est clairement très utile. Est-ce qu'il existe une liste en recherche académique d'outils d'IA qui sont pertinents pour nous? Moi, par ChatGPT, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai utilisé une IA pour générer un acronyme pour un projet. Ouais. C'est magique. Oui, c'est vrai. C'est magique. Alors, est-ce qu'il y a quelque part, limité à ce qui me préoccupe, la recherche, peut-être, des outils comme ça qui sont pertinents pour nous? Bah, je peux vous faire une liste. Ah oui, oui. Moi, j'en connais pas mal, donc j'ai testé pas mal d'IA générative et oui, il y en a pas mal qui sont très très intéressants et qui nous font gagner du temps. Voilà. Mais même les images, oui, l'acronyme, les images Oui. sur des thématiques et tout ça, la génération. Comment? Comment? Il n'a pas eu le même bonheur comme ça. Ah. J'ai essayé pareil. Félix. Ah, Félix. Ah oui. Félix, tu veux poser une question? Oui, bonjour à tous. Merci Amira pour ta présentation. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui. Oui. Ok. Je voulais juste rebondir en fait sur la question slash réflexion de Benoît juste avant. Et effectivement, sur la question de savoir quand est-ce qu'on aura un modèle parfait, en fait, la question est plus dans l'utilisation qui en est faite. Parce que les applications données en exemple là, d'applications parfaites, de répliquer les voix, etc., au final, ça existe déjà. Il existe déjà des modèles sur lesquels on peut entraîner pour répliquer la voix d'une personne. Ça demande juste encore énormément de travail. Donc, la question est plus à quelle échéance ce travail sera facilement applicable par à peu près n'importe qui. Et il en va de même pour en fait les modèles de génération d'images. On parlait tout à l'heure de Midjourney qui n'arrivait pas à générer du texte. En fait, la dernière version, la version 6 de Midjourney qui est sortie il y a une semaine et demie ou deux, maîtrise maintenant la génération de texte. J'ai vu passer des images de personnes qui ont fait de fausses images de vérification, par exemple, on parlait du banque tout à l'heure, de vérifier que la personne qui demande, par exemple, l'ouverture d'un compte est une vraie personne en tenant un journal avec du texte ou en écrivant un message sur un bout de papier. Et bien, en fait, Midjourney maîtrise déjà ces applications-là. Donc, la question en est plus sur l'application et les compétences des utilisateurs finaux et à quelle échéance ce sera facilement applicable. Oui, oui, mais je n'étais pas au courant de cette version de Midjourney. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée.
commentaires, je pense, oui. Ce qui m'interpelle, c'est que j'entends beaucoup de... Moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas enseignante, je suis traductrice. Donc, mon travail est directement impacté, c'est peu de le dire, et mis en danger même par l'avènement de ces technologies-là. Pour autant, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de les comprendre de l'intérieur pour me positionner par rapport à ça. J'ai été invitée ici par votre collègue de littérature comparée qui s'intéresse aux mêmes thématiques. Et là, j'entends, j'ai une sorte d'angoisse là qui montre ce que j'entends dans tous les commentaires récents. Parler beaucoup de pertinence des outils, je sens une attente et une impatience très enthousiaste de solutions appelées parfaites. À quelle échéance ce sera utilisable, on tend vers une efficacité, une pertinence par rapport à nos enseignements, etc. Je trouve ça intellectuellement absolument passionnant et je comprends très bien d'où vient tout ça. En regard de ça, ce qui ça m'évoque à moi, là, c'est que j'entends en creux un espèce de renoncement à ce qui est l'esprit critique de l'être humain, à ce qui est les capacités humaines, puisqu'en fait, on tend vers une reproduction artificielle de ce que l'être humain fait très très bien, merci, depuis toujours. Et puis, il y a le choix des mots qui m'interpelle aussi, cette perfection à laquelle on aspire, perfection au nom de quoi, par rapport à quoi, voilà, c'est pas pour, c'est un débat sans fin, hein, on va pas aller au bout, c'était juste pour vous. Et par rapport à un corps enseignant, et on est tous en charge des jeunes générations, on leur apprend à penser. Ça soulève des questions bien au-delà de l'efficacité technologique et qui concernent tous les domaines. Un commentaire peut-être, oui. Oui, pour enchaîner là-dessus, donc vous avez présenté les enjeux et les défis. J'ai trouvé très intéressant le fait que les défis, les développeurs d'IA en laboratoire, en entreprise, les ont affrontés tout de suite et on va les dépasser. Et enfin, voilà, on trouve des solutions, vous l'avez constaté vous-même, ayant du mal à fournir des exemples de ce qui, il y a 6 mois, était totalement banal. En revanche, on a l'impression que les différents enjeux éthiques et sociétaux, ils sont pris en charge par des recommandations extérieures, des comités d'éthique, la société civile, des professions en crise comme la nôtre, traducteurs littéraires, artistes, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel point les développeurs intègrent les différents enjeux éthiques et sociétaux que vous avez listés dans le processus de développement des IA. Est-ce que la transdisciplinarité qui nous intéresse énormément comme enseignants-chercheurs est prise en compte là-dedans? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a seulement, je ne sais pas, des artistes, des critiques d'art qui travaillent avec les développeurs d'IA qui produisent des images? Est-ce qu'il y a des poètes et des traductrices qui travaillent avec les développeurs d'IA traductives, comme le grand succès d'IPEL en 2018, j'avais fait des articles sur la question à l'époque. Donc voilà, dans quelle mesure les développeurs prennent en charge ces enjeux-là? Oui, c'est vrai que ce serait mieux qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir soulever ces problèmes-là. Et oui, pour les développeurs, on est toujours confronté à notre ordinateur, voilà, on analyse les données, input, output. C'est vrai qu'il faut encourager les recherches interdisciplinaires et c'est comme ça qu'on peut essayer de fournir des modèles plus efficaces, on va dire, et plus éthiques. Donc, oui, j'irai dans ton sens. C'est-à-dire qu'au début, quand on a une nouvelle technologie, il y a une course vers le développement, vers la performance, l'efficacité, etc. Les problèmes sociétaux, les impacts, l'éthique, etc. ne se posent pas et c'est dommage. Mais par contre, on ne peut pas demander au début, ce n'est pas des questions qui préoccupent. Maintenant, quand on voit l'impact, tu parles du métier de traducteur, c'est les métiers qui sont les plus en danger.
depuis déjà avec DeepL, qui commence à on commence à avoir des thèses super bien écrites en anglais, ben, on sait très bien qu'il y a quand même ça derrière. C'est un outil avec lequel on va travailler, mais après, il y a le métier. Il y a le métier qui peut disparaître. Mais avec l'IA, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais il y a d'autres métiers qui vont aussi venir. Donc, si tu veux, mais l'idéal également, c'est que derrière toute technologie, en amont, il faut réfléchir sur tous les impacts ensemble avant d'aller vers voilà. Mais ça, c'est malheureusement pas, on le fait pas. Mais là, effectivement, il peut au moins au sein d'un établissement, etc. On peut réfléchir comment travailler avec, parce qu'il ne faut pas dire on veut pas et c'est tout. Non, c'est une réalité, comme tu dis. Avoir d'autres modes d'évaluation, avoir d'autres modes voilà. Donc, les publications, bien entendu, quand on parle de PCI, c'est des choses qui sont ouvertes, que tout le monde peut commenter, peut voir, etc. Et donc, il y a plus de critiques, etc. sur cela, que ça ne soit pas la même façon que ce soit de publier, que ce soit de travailler, que ce soit d'enseigner. Donc, effectivement, dans nos métiers, nous, on est des enseignants-chercheurs, donc c'est notre métier qui est aussi, je veux dire, entaché, mais beaucoup d'autres métiers qui vont être, bien entendu, je veux dire, touchés. Et ça, il faut effectivement pouvoir travailler ensemble. Il y a des chercheurs de l'Université de Chicago qui ont mis au point un programme qui s'appelle GLAZE. Il y a un chercheur notamment qui travaillait pour un peu contrer les mécanismes de reconnaissance faciale et pour à la fois sauvegarder le droit d'auteur, mais protéger les données, parce que vous aussi, en tant que chercheur, vous nourrissez Internet, et aussi ensuite, vos étudiants trouvent les recherches que vous avez même en ligne, en partageant vos recherches. Et en fait, il y a des techniques de marquage, justement, des œuvres. On rajoute des pixels invisibles à l'œil nu, on rajoute des sons invisibles à l'oreille humaine. On peut imaginer de rajouter des éléments textuels qui sont invisibles pour un cerveau humain, mais qui vont comme crypter pour empêcher. Je pense que ça mais déjà sensibiliser déjà nos étudiants sur la véracité et la crédibilité qu'on peut donner aux résultats et à ce que peut donner ChatGPT, c'est déjà ça aussi, c'est déjà quelque chose qu'il faut voilà, c'est ça. Bon ben je pense que c'était passionnant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup aux collègues. C'était très bien, c'était un exercice très difficile parce qu'il y avait beaucoup de technicité, mais tu as essayé de les expliquer de façon merci.